Peter Gelderloos, Comment la non-violence protège l'État, essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux. En août 2004, lors de la convergence anarchiste nord-américaine, à Athens dans l'Ohio, j'ai participé à une table ronde discutant de la non-violence et de la violence. Comme on pouvait s'y attendre, la discussion tourna au débat improductif et compétitif. J'avais espéré que chaque participant puisse bénéficier du temps nécessaire pour exposer ses idées en profondeur, afin de limiter le risque de se retrouver face à un ping-pong de clichés. Mais l'animateur, qui était aussi l'organisateur de la conférence et qui plus est un participant, ne l'entendit pas ainsi. En raison de l'hégémonie dont bénéficient les promoteurs de la non-violence, ces critiques sont proscrites des quotidiens majeurs, des médias alternatifs et des autres plateformes auxquelles les anti-autoritaires ont accès. La non-violence est défendue comme un article de foi et comme un principe non négociable de l'intégration complète au sein des mouvements sociaux. Les anticapitalistes et les anti-autoritaires qui suggèrent ou pratiquent des formes plus radicales de militantisme sont mis au banc par les pacifistes aux côtés desquels ils manifestent. Isolés, ces militants n'ont accès à aucune ressource et courent le risque d'être traités comme les boucs émissaires ou des criminels par les médias et le gouvernement. Dans le cadre de ces dynamiques engendrées par le rejet viscéral de ceux qui ne se conforment pas à la doctrine de la non-violence, il est impossible de tenir un discours honnête concernant l'évaluation des stratégies choisies. D'après mon expérience, la plupart de ceux qui s'engagent dans des mouvements radicaux n'ont jamais entendu de bons arguments, ni d'ailleurs de mauvais, contre la non-violence, même quand ils en savent déjà pas mal sur les autres problèmes que connaissent ces mouvements. Au lieu de quoi, ils ont tendance à intérioriser et à s'accommoder du, tabou qui enveloppe les non-pacifistes, à intégrer la peur et le mépris que les médias grand public réservent à ceux qui sont véritablement prêts à combattre le capitalisme et l'État, et à confondre cet isolement imposé aux militants non-pacifistes avec une auto-isolation qui sera en quelque sorte inhérente au militantisme non-pacifiste. La plupart des promoteurs de la non-violence avec qui j'ai discuté de ces problématiques, et ils sont nombreux, entamaient la conversation en tenant sa conclusion pour acquise, à savoir, selon eux, que l'usage de la violence dans les mouvements sociaux est à la fois incorrect et contre-productif, du moins dans leur contexte. Rien n'est plus faux. De solides arguments existent qui infirment la doctrine non violente et auxquels la littérature pacifiste n'a jamais répondu. Ce livre montrera que, sous ses formes actuelles, la non-violence se fonde sur une falsification des histoires des luttes sociales du passé, qu'elle est implicitement et explicitement liée aux manipulations des luttes des non-blancs par les blancs, que ces méthodes s'inscrivent dans des dynamiques autoritaires et que ces résultats sont davantage conçus pour répondre aux objectifs gouvernementaux qu'aux aspirations populaires, qu'elle dissimule et qu'elle encourage les préjugés patriarcaux et les dynamiques de pouvoir, que ces options stratégiques sont autant d'impasses, et enfin, que ces pratiquants se mentent à eux-mêmes sur de nombreux points. Par conséquent, si nos mouvements doivent avoir la moindre chance de détruire les systèmes d'oppression que sont le capitalisme et la suprématie blanche, et de participer à la création d'une société libre et saine, il nous faut propager ces critiques de manière à dissiper l'emprise de la non-violence sur les mouvements de lutte, afin qu'ils se tournent vers des méthodes plus efficaces. Nous pourrions dire que l'objectif de la conversation est de persuader et d'être persuadé, tandis que celui du débat est de l'emporter, et donc de réduire votre adversaire au silence. Pour cela, l'une des premières choses à faire consiste à contrôler la terminologie employée afin qu'elle vous avantage et qu'elle déstabilise votre adversaire. Or, il s'agit précisément de ce que font les pacifistes lorsqu'ils formulent leur désaccord sous la forme d'une opposition rigide entre violence et non-violence. Certains critiques de la non-violence acceptent et utilisent cet antagonisme, avec lequel nous sommes, pour la plupart, en désaccord, et tentent d'élargir la définition de la non-violence afin qu'elle comprenne les tactiques que nous soutenons, comme la destruction des biens. Cela témoigne bien de notre impuissance et de notre marginalisation. Je ne connais aucun activiste, révolutionnaire ou théoricien qui soutienne uniquement les tactiques violentes et qui s'oppose à l'utilisation de tactiques non violentes. Nous plaidons pour la diversité des tactiques, par quoi nous entendons des combinaisons de tactiques efficaces élaborées à partir de l'ensemble des tactiques existantes en mesure de nous libérer des différents systèmes d'oppression, le suprémacisme blanc, le patriarcat, le capitalisme et l'État. Nous pensons que les tactiques doivent être choisies en fonction des situations particulières et non pas d'un code moral universel immuable. Nous pensons aussi que les moyens expriment des fins, et nous ne voulons pas que nos actions perpétuent immanquablement une dictature ou une forme de société qui ne respecte pas le vivant et la liberté. C'est pourquoi il est plus juste de nous qualifier de partisans d'un activisme révolutionnaire ou offensif, plutôt que partisans de la violence. Je parlerai des promoteurs de la non-violence dans les termes qu'ils utilisent, en les qualifiant indifféremment d'activistes non-violents ou de pacifistes. La plupart d'entre eux ont une préférence particulière pour l'une ou l'autre de ces appellations, et certains les différencient. Mais d'après ce que j'ai pu constater, cette différenciation n'est pas cohérente d'une personne à une autre. Quoi qu'il en soit, les activistes pacifistes non violents ont tendance à collaborer sans égard pour cette différenciation,
C'est pourquoi la distinction des qualificatifs nous importe peu ici. De manière générale, lorsqu'ils utilisent les termes pacifisme ou non-violence, ils désignent un mode de vie ou une méthode d'activisme qui évite, transforme ou exclut la violence tout en essayant de changer la société et de faire advenir un monde plus pacifique et plus libre. À ce stade, il pourrait être utile de définir clairement le mot violence. Seulement, et il s'agit d'un des principaux arguments de ce livre, la violence est une expression assez ambiguë. Il me faut également clarifier d'autres termes que j'emploie régulièrement. Le mot radical, je l'utilise littéralement, pour désigner une critique, une action ou une personne qui remonte à la racine d'un problème particulier, qui ne se contente pas des solutions superficielles que suggèrent les préjugés du moment et les pouvoirs dominants. Ce mot n'est pas synonyme d'extrême ou d'extrémiste, n'en déplaise aux médias qui veulent nous le faire croire, par ignorance ou par dessein. De la même manière, puisque ce n'est pas toujours évident, rappelons qu'un anarchiste n'est pas un adepte du chaos, mais quelqu'un qui milite pour l'abolition du capitalisme, du gouvernement et de toutes les formes d'autorité illégitimes et oppressives, dans l'optique de les remplacer par d'autres arrangements sociaux ayant déjà existé ou à créer. En revanche, je n'utilise pas le mot révolution de manière littérale pour désigner le renversement des dirigeants actuels par un autre groupe de dirigeants, ce qui ferait un oxymore de l'expression révolution anti-autoritaire, mais simplement pour désigner un soulèvement aux effets transformateurs étendus. Je ne l'emploie que parce qu'il possède depuis très longtemps une connotation positive et que le terme plus approprié, libération, ne possède pas de forme adjectivale très pratique. Rappelons encore un point crucial. Les critiques de ce livre ne visent pas des actions spécifiques ne faisant pas montre d'une attitude violente, comme un rassemblement pacifique, pas plus qu'elles ne visent des activistes spécifiques qui choisissent de se consacrer au travail non combatif, comme le soin ou la construction de relations communautaires. Lorsque je parle des pacifistes et des partisans de la non-violence, je fais référence à ceux qui tentent d'imposer leur idéologie au mouvement tout entier et de dissuader d'autres activistes de s'impliquer de manière plus militante, y compris à l'aide de la violence, ou qui refusent de soutenir d'autres activistes en raison de leur forme de militantisme. De la même manière, l'activiste révolutionnaire idéal ne se concentre pas obstinément sur l'affrontement de la police ou les actes de sabotage clandestins, mais les envisage et les encourage lorsqu'ils sont appropriés, en tant qu'élément de toutes les actions nécessaires pour renverser l'État et construire un monde meilleur. Bien que je me concentre sur la démystification de la portée révolutionnaire du pacifisme, ce livre comporte des citations de pacifistes œuvrant en vue de réformes limitées et de personnes luttant pour une transformation sociale totale. On pourrait ainsi croire que j'emploie la rhétorique de l'épouvantail. Cependant, je n'emploie ou ne cite les actions des pacifistes réformistes que dans la mesure où ils ont travaillé avec des pacifistes révolutionnaires et où cela concerne donc tous ceux qui étaient impliqués, ou bien en référence aux luttes sociales présentées comme des exemples prouvant l'efficacité révolutionnaire de la non-violence. Il n'est pas aisé de distinguer les pacifistes révolutionnaires de ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils ont eux-mêmes tendance à ne pas faire cette distinction au cours de leurs activités. Ils travaillent ensemble, manifestent ensemble, et utilisent souvent les mêmes tactiques lors des mêmes événements, leur principal critère étant l'attachement envers la non-violence et non pas envers un objectif révolutionnaire. C'est là-dessus que je construirai mes critiques.